Madame le maire, la maire est passée tout à l'heure et viendra nous rejoindre, merci à elle, pour nous avoir donné cette salle et le courage de pouvoir donner la salle. On a essayé dans plusieurs autres endroits de faire la chose et c'était assez compliqué de tenir des réunions de solidarité. Voilà, dans le pays des déclarations de droits de l'homme, c'est des choses qui prennent, mais c'est comme ça. Alors, avant de vous raconter comment va se dérouler notre rencontre, je vous invite tous à observer une minute de silence en hommage à Georges, en saluant les membres de sa famille qui sont là, mais aussi à toutes les victimes libanaises, palestiniennes et syriennes de la guerre qui sévit dans les moments dramatiques actuels. Merci beaucoup. Alors, je vais d'abord vous dire un mot sur le cercle qui est l'économiste arabe qui a organisé cette cérémonie et sur mon ami Georges Lecor. Et ensuite, Madame Zaraket va présenter l'association Maman, qui est une association de jeunes culturels de jeunes libanais qui s'est associée à nous, qui a eu du courage. D'autres associations ont eu quelques problèmes avec leurs administrations pour le faire. Ensuite, il y aura les éminents membres du panel, qui vont nous dire chacun un mot. Et entre les mots, il y aura des témoignages envoyés du Liban de quelques personnes qui ont connu, qui ont travaillé avec Georges. Voilà. Merci donc à tous. Il y a 15 ans, une vingtaine, une trentaine d'économistes libanais, syriens, égyptiens, tunisiens, marocains, algériens, et j'en passe, se sont réunis, on dit, faisons un groupe de réflexion sous le thème croissance et justice sociale. Alors, ce cercle de réflexion a organisé des conférences, dont deux étaient avec Georges Lecor, le premier vers 2013 à Dauphine, le blocage des transitions démocratiques arabes, et le second sur l'économie de la rente, c'était un peu plus tôt, en 2010, c'était dans l'amphithéâtre du Monde. On fait aussi des études, ça c'est l'exemple de deux études qu'on fait au nom du cercle. Et ça, ce sont des images de la conférence sur l'économie de la rente qui s'est passée à l'amphithéâtre du Monde. Il y avait énormément de monde, vous voyez Georges expliquer à l'époque à un auditoire qui était aussi nombreux que le vôtre. Et il faisait des schémas sur l'économie de la rente. Voilà, donc Georges était un auteur prolifique, écrivant sur l'histoire des pays arabes, sur leurs problèmes sociaux, sur la fracture imaginaire Occident-Orient, mais aussi encourageant des écrits pour la promotion des livres sur les femmes arabes. Ça, c'est moins connu. Il a dédicacé, il fait des entrées de plusieurs livres dans ce sens. J'ai échangé longuement avec Georges, qui est un ami, à deux moments de l'histoire, peut-être pas connus de tout le monde. Le premier, c'était en 1990, en Syrie, où il a aidé les autorités syriennes pour relever le défi d'une faillite financière, un défaut de paiement, qui s'est passé en 1986. Personne ne se souvient de ça. Et le second, en 2000, quand il était ministre des Finances, il a élaboré, avec Chef de Arras, avec Sander, un plan de réforme pour éviter la crise financière, déjà présente en 2000, déclenché en 2016, et explosé en octobre 2019. Le plus douloureux, c'est que le chef de Macron et Georges ne se parlaient plus, en fait, alors qu'ils avaient... Et Georges a payé très cher
cette tentative de réforme, avec, peut en témoigner, l'interdiction de consultation pendant plusieurs années. Il faut le signaler, parce que c'est aussi oublié. Pour revenir à ses écrits, et sur le premier sujet, comme a ciblé dans ses écrits, les difficultés de construire des États démocratiques dans Machrek. Déjà, la problématique de construire un État solide pour des sociétés multiconfessionnelles, multithniques, et avec de fortes identités régionales, était un défi. Et il y avait un autre défi, les interventions étrangères qui se jouent depuis les concessions ottomanes, et qui jouent justement sur ces différences, et aussi l'autre défi qui est l'État d'Israël, qui est conceptuellement un facteur de déchirement dans toutes les sociétés du Machrek. On le voit aujourd'hui. Et face aussi à la compétition et à la projection de la force des puissances régionales émergentes d'Israël, à l'Iran, à la Turquie, au pays du Golfe. Il n'y a pas de démocratie sans État, ça c'était sa conviction, sans État solide qui en garantit le fonctionnement. Un État qui se place au-dessus des équilibres et des compétitions communautaires. Il n'y a pas de démocratie sans une identité d'égalité totale dans la citoyenneté. Korn n'avait pas un problème d'identité. Il était solidement libanais et solidement arabe. Il refusait toute identification communautaire, fidèle au bâtisseur libanais de la Renaissance arabe, là-dedans. Korn était profondément aussi séculier. Dans la lecture profane des conflits, il a écrit « Si les différences ethniques et religieuses cherchent à s'affirmer, c'est bien parce que l'égalité de chances économiques, culturelles et sociales ne fonctionne plus et que le repli identitaire devient l'expression de la protestation politique. » Pour lui, la religion est la forme facile du gouvernement arbitraire. Sur l'autre aspect, Georges Korn appelait à rompre le cercle vicieux des rentes, non seulement des rentes pétrolières, comme beaucoup le pensent, mais aussi des rentes immobilières, genre projet solidaire auquel il s'est opposé au Liban, des rentes financières, avec l'histoire du secret bancaire fait en 1956, au moment de la guerre de Suez, et pas pour récolter l'argent des Syriens et des Égyptiens. Les nationalisations n'étant pas intervenues pour 1961. Des rentes de situation comme le canal de Suez, des rentes de transfert des travailleurs immigrés, des rentes des aides internationales. Mais il disait, ou il a écrit, encore faut-il que les dirigeants politiques, les hommes d'affaires, les économistes et les intellectuels qui gravitent autour d'eux soient prêts à le faire. Donc, le problème était interne, pas seulement à cause des acteurs étrangers. Voilà, donc, laissez-moi faire en dernier lieu une interprétation personnelle de sa pensée concernant les événements actuels. Le génocide perpétré à Gaza n'est pas un conflit entre juifs et musulmans. L'agression israélienne criminelle contre le Liban et la connivence des pays du Golfe dans cette agression ne résulte pas réellement d'une alliance juive sunnite contre les chiites. Je le dis franchement. Nous sommes dans un épisode de projection de force des puissances régionales riches contre les États fragiles, de la Libye au Soudan, au Yémen, à la Syrie, au Liban et à l'Irak, et aux Palestiniens. Ces puissances régionales collaborent ou sont en compétition pour refaçonner le monde arabe, comme au temps de Sykes-Picot de la déclaration d'Alfort. La construction de l'Union européenne a grandement contribué à cette fragilisation et a appuyé telle puissance régionale que telle autre. Les élites des États fragiles ont une responsabilité énorme dans ça. Bon, hors de ces choses sérieuses, cependant, ce sont ces mêmes pays fragiles qui retiennent la mémoire de cette immense histoire humaine. Lire et relire Korn et redécouvrir sa propre histoire moderne et ancienne pour démanteler une propagande, quelle qu'elle soit, est un acte essentiel aujourd'hui de résistance et de résilience. Laissez-moi vous montrer deux clins d'œil. Un premier clin d'œil qui est qui est la première Cléopâtre. Cléopâtre, la fierté de son pater. La première Cléopâtre était la fille de l'empereur Séleucide,
qui s'est mariée avec le pharaon Ptolémée d'Égypte, symbole de l'union entre la Syrie, elle était d'ailleurs appelée Cléopâtre Syrah, ou Dea, déesse, et le mariage s'est fait où? Il s'est fait à la fin, d'une grande symbolique. Voilà. La deuxième note culturelle, c'est à propos de Georges. Il a travaillé pour faire honneur à son grand-père et à son père qui était peintre. Là, on est parmi les pionniers dans la région du Maghreb. Alors j'étais jaloux, moi aussi, je fais l'éloge de mon grand-père, qui s'appelle Saïd Hassim, côté maternel. Ça, c'est le clin d'œil est en 3 phases. Ça, c'est des autoportraits de chacun. Ça, c'est comment les deux ont imaginé un numéro. Ça, c'est comment les deux ont imaginé les pastèques, qui sont des symboles aujourd'hui de la Palestine. Et ça, c'est comment les deux dessinaient les pauvres gens. Ils s'intéressaient aux pauvres gens. Les uns à gauche sont les pauvres ouvriers égyptiens qui tirent les bateaux. Et la seconde image, c'est l'image de la famine qui s'est passée en 1948 en novembre. Voilà. Moi, j'ai fini. Je passe la parole maintenant à Mlle Zahira qui anime le réseau au Nord. Bonsoir. Alors, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, donc de l'association Nord, qui veut dire en arabe puce, battement de cœur. Une association culturelle née en octobre 2023, fondée par 3 amies libanaises et moi-même. Notre objectif est de promouvoir la culture levantine en offrant un espace sûr et rassembleur, à travers des événements et des conférences, des ateliers, des soirées qui révèlent les multiples facettes de ce riche patrimoine. Aujourd'hui, nous rendons hommage à une figure incontournable de la pensée libanaise et arabe. Dans le paysage politique et intellectuel libanais, Georges Corne n'était pas seulement un économiste et un historien, mais aussi une voix engagée, profondément attachée à une vision de justice et d'équité pour le Liban. Il a toujours combattu le système communautaire qui nous déchire, affaiblissant chaque jour davantage notre société et notre identité collective. Sa pensée a marqué une époque de réflexion. En ces temps incertains, nombreux sont ceux qui cherchent des repères et Georges Corne en était un pour plusieurs générations. Sa voix qui portait haut des idéaux de réforme et de justice nous manque cruellement, surtout dans le contexte actuel du Proche-Orient, de Gaza au Liban, où les peuples font face seuls à la cruauté du monde entier. C'est pour cette raison que Nahda s'engage au-delà de la promotion culturelle en lançant aujourd'hui une campagne de dons pour soutenir les organisations qui œuvrent directement sur le terrain au Liban. Pour notre première campagne de dons, nous avons choisi de faire parvenir les contributions à la code NGO à Baalbek, à Nahno et Ilanas à Beyrouth et à Joy à Tripoli. Ces associations animées par des bénévoles apportent une aide concrète aux personnes déplacées en leur fournissant des vêtements, de la literie et des repas quotidiens. Pour ceux qui souhaitent soutenir, vous pouvez effectuer un don en scannant le QR code et des affiches avec le QR code sont disponibles à l'entrée. Le lien est également accessible dans notre bio sur nos réseaux sociaux. Les liens aussi sont affichés à l'entrée. Nous préparons également 2 événements à venir, une table ronde avec Samar Kadek et Albert Mkhaïbich sur la guerre psychologique menée par Israël et la manipulation médiatique, suivi d'un concert destiné à lever des fonds pour le Liban. De plus, un événement pour la Journée internationale de l'enfance en partenariat avec le collectif Urgence Liban est prévu afin de collecter des fonds pour des instituts d'orphelins au Liban. Pour rester informé de nos actions et de nos prochains événements, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et je vous
vous remercie pour votre présence. Je laisse la parole à M. Henri Laurence. Merci. J'ai fait connaissance de Georges à la fin des années 80. Et on m'avait demandé à ma moitié libanaise de modérer un débat entre trois amis libanais, trois personnalités culturelles libanaises, Georges Clan, Ahmad Beytoun et Gérard Foury. Et donc, je n'avais pas besoin de modérer puisque c'était déjà totalement civilisé. Ça a été un moment merveilleux. Ce jour-là, j'ai rencontré peut-être ce qu'il y a de meilleur dans la culture libanaise contemporaine, en tout cas, des siècles. Alors, Georges Lecor, il est né en Égypte à 5 ans près, c'est Edouard Saïd. Edouard Saïd, c'est 1935, Georges, c'est 1940. Donc, ce sont des vies parallèles, on va dire plus tard, quelque part, même si évidemment leur champ d'expertise était totalement différent. Georges était un homme de passion, et je crois que le panoramique de son œuvre ne se comprend si on ne voit pas le côté passionnel qu'il pouvait avoir chez lui. Devant faire un jour un compte rendu bref dans le monde diplomatique, d'un de ses livres avait titré Une indignation largement justifiée. Et il m'avait trouvé que c'était exactement le terme qu'il fallait utiliser. Je crois que fondamentalement, pour le bien, parfois pour le mal, était fondamentalement un être indigné. Et il était indigné sur ce qu'il voyait dans le monde contemporain en général, au Proche-Orient en particulier, et au Liban encore plus. Alors, qu'est-ce qui peut le définir aussi dans son œuvre? Il y a deux aspects, même si c'est toujours difficile de séparer les côtés. D'un côté, il y a l'économiste, dont il a fait une profession, et c'était un économiste praticien, d'abord dans l'industrie publique, puis ensuite comme consultant. On a dit tout à l'heure déjà combien il avait été victime d'un boycott organisé par M. Harry pour l'empêcher de gagner. Il avait de haine, évidemment, de ce monde-là. Quand il nous donnait rendez-vous à Beyrouth, c'était Saint-Georges, parce que c'était une forme de résistance à la solidarité. Donc, il y avait cette dimension-là. Et c'était un essayiste. Alors, un essayiste, les académiques, comme je suis, ont tendance à se méfier un peu des essayistes parce qu'ils